Donc, chers collègues, nous entendons aujourd'hui notre ex-collègue Françoise Gatel, ministre déléguée auprès du ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, chargée de la ruralité. Madame la ministre, je vous remercie pour votre présence à nos côtés aujourd'hui dans un lieu ou dans un palais que vous connaissez fort bien. Je rappelle tout d'abord que cette audition donnera lieu à un compte-rendu écrit qui sera annexé à notre rapport et que son enregistrement vidéo, accessible en direct sur le site Sénat, pourra être consulté par la suite en VOD. Comme vous le savez, Madame la Ministre, notre mission d'information s'est constituée à l'initiative du groupe RDPI, auquel appartient notre rapporteur Nadège Havet. Depuis la fin du mois d'avril, notre programme d'audition comprend les responsables administratifs. Je ne vais pas vous citer tous les sigles, vous les connaissez peut-être mieux que moi. Bien sûr, nous avons aussi écouté la direction des Français de l'étranger, des universitaires, la défenseur des droits, association d'élus et France Travail. Madame Médaël, ministre déléguée chargée de la ville, a été auditionnée la semaine dernière. Demain, nous entendrons Monsieur Laurent Marcangeli, ministre de l'Action publique, de la fonction publique et de la simplification. Par ailleurs, lors de nos déplacements dans les territoires, nous rencontrons les acteurs de terrain, notamment les conseillers France Service, ainsi que les élus. Nous étions la semaine dernière dans le département du Rhône, puis dans le Loir-et-Cher, et on sera demain dans le Finistère. Un autre déplacement est prévu dans l'Yonne. Nous avons en outre procédé sur le site du Sénat à une consultation des élus locaux qui nous a permis de recueillir quelques 1200 témoignages, principalement d'élus de la France rurale. En effet, dès le débat de nos travaux, nous avons souhaité privilégier la dimension territoriale de notre sujet. Enfin, notre rapport devrait être remis publiquement en septembre prochain. Voilà pour le cadre dans lequel s'inscrit notre réunion. Après l'intervention de Madame Havet, rapporteur, nous vous écouterons et puis mes collègues auront vraisemblablement quelques questions à vous suggérer ou à vous poser. Nadège. J'ai tous les micros d'ailleurs. Merci Madame la Ministre. Je me joins au remerciement du Président de votre venue. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, peu importe l'endroit, que ce soit en Bretagne, à la Maison de la Bretagne ou au Sénat. D'abord, quelques questions pour rappeler les attentes de notre mission. Donc, est-ce que les attentes et les besoins des usagers des territoires ruraux en matière d'accès aux services publics, quels sont-ils? Quelles spécificités vous avez pu rencontrer sur ces attentes et ces besoins? Et je sais que vous êtes allée à Ouessant il y a quelque temps quand vous étiez encore sénatrice, et donc pouvoir également nous donner votre vision des attentes quand on est sur une île, même si elle n'est pas très loin du continent. Dans quelle mesure la fracture numérique constitue-t-elle un obstacle spécifique à l'accès aux services publics en milieu rural, et quelles conséquences a-t-elle à la fois sur les plus jeunes mais également sur les seniors? Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président, merci Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je suis toujours très heureuse d'être ici et je veux vraiment vous remercier très sincèrement du travail que vous entreprenez sur un sujet qui a un effet extraordinaire, puisque très souvent le vote de nos concitoyens a un lien extrêmement fort avec leur sentiment de proximité avec les services publics. Sachant que les services publics méritent d'être définis, donc j'en prendrai quelques-uns. En tout cas, vos travaux m'intéressent particulièrement, et depuis le mois d'octobre, j'ai entrepris dans le cadre de ma fonction à la ruralité un tour de France qui m'a conduit dans 40 départements et une évaluation très précise
des différents plans en faveur de la ruralité en termes de services publics ou de services tout court qui avaient été lancés par le gouvernement. D'abord l'agenda rural, puis le plan France Ruralité, et nous avons présenté vendredi dernier dans les Vosges, lors d'un comité interministériel à la ruralité, à la fois l'analyse et le bilan de ces services, mais aussi un certain nombre de pistes qui, je crois, rentrent bien dans le champ de votre mission. Alors d'abord, la ruralité, c'est 22 millions de Français, 88% des communes de France, et ce sont des ruralités, car il y a des ruralités qui vont bien, ce sont des ruralités résidentielles ou des ruralités touristiques qui se développent, y compris dans l'intérieur des terres, si je puis dire ainsi, depuis la Covid, où nos concitoyens ont envie de retrouver des espaces un peu d'évasion et de dépaysement, et on a une ruralité qui aujourd'hui est sans doute la plus en difficulté. C'est la ruralité dite agricole qui est enclavée. Là où vous cumulez deux phénomènes extrêmement difficiles, une baisse démographique et un vieillissement de population. Donc la ruralité est très diverse. En tout cas, l'enjeu de la proximité et de l'accès aux services publics est vraiment le sujet qui nous préoccupe. Alors, je parlerai de plusieurs services dits publics. On pourrait parler de santé, si vous êtes d'accord, d'éducation, puisqu'on va traiter de la question particulière des jeunes, de mobilité, mais aussi ce qu'on appelle traditionnellement les services administratifs. Et je voudrais y rajouter le commerce. Donc, on est d'accord sur ce fait que le sentiment de déclassement ou d'abandon naît du sentiment d'éloignement ou de l'inexistence de ces services, et que ce qui se joue dans cette ruralité, c'est ce qu'on appelle le premier ou le dernier kilomètre, c'est-à-dire comment on permet à nos concitoyens, quel que soit l'endroit où ils vivent, d'avoir accès à des services dans des conditions qui sont raisonnables. Donc on a, je le disais, des situations d'enclavement et d'inégalité, vous en parliez, puisqu'on sait qu'il y a ce qu'on appelle une fracture numérique, mais qui n'est pas le fait d'une génération. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'est pas handicapé par rapport aux formalités numériques, puisqu'on sait que autant l'usage d'un téléphone est plus que, comment dire, une habitude, c'est une addiction. Il y a une aisance des jeunes pour l'usage du téléphone et des réseaux sociaux. Par contre, quand il s'agit d'accomplir des formalités numériques, on constate que les jeunes sont parfois plus en difficulté qu'un certain nombre d'adultes, et je ne parle pas des seniors. Alors, on peut peut-être démarrer par les jeunes ruraux, si vous êtes d'accord. 3 millions de jeunes vivent en ruralité, et l'accès à l'ensemble des services et à la possibilité de ce que j'appelle un chemin de vie, c'est-à-dire une éducation, un choix de formation, c'est un vrai sujet qui doit nous préoccuper. On sait que en ruralité, le niveau d'enseignement est le même que en ville, jusqu'au collège. Et ensuite, c'est à partir du collège que les choses deviennent difficiles, car on se rend compte qu'il y a une vraie difficulté parfois pour aller au lycée, encore plus naturellement pour l'enseignement supérieur, et qu'il y a une orientation un peu plus rapide vers des formations professionnelles, et qu'un tiers des jeunes en difficulté scolaire sont des jeunes qui habitent dans des secteurs, dits ruraux, sachant que je vous rappelle ce qu'est le secteur rural. Alors, on a aujourd'hui plusieurs dispositifs qui existent. On a ce qu'on appelle des territoires éducatifs ruraux qui ont été mis en place dans le cadre du plan France Ruralité et qui permettent d'offrir en ruralité aux jeunes un dispositif qui est non seulement axé sur l'école, mais qui est axé sur l'ensemble de services éducatifs, c'est-à-dire il y a un encadrement, il y a aussi l'accès à la culture. Et aujourd'hui, dans les territoires éducatifs ruraux, il y en a 200 de déployés. L'objectif, c'est de 300. On a là
quelque chose qui est extrêmement engageant, parce que pour les jeunes ruraux, il faut créer un écosystème qui leur donne la capacité de dépasser cette assignation à résidence qui est souvent intellectuelle ou culturelle qu'ils connaissent. Donc, la ministre de l'Éducation a signé vendredi dernier avec le président des maires ruraux une nouvelle charte autour de l'école, vous le verrez, qui inclut des points extrêmement importants, puisque le sujet pour l'école, c'est la proximité. Vous savez que beaucoup d'enfants doivent supporter, je le dis ainsi, du transport scolaire pour aller parfois à la maternelle, pour aller au collège, naturellement, au lycée, et on a là de vraies difficultés, et que les territoires ruraux, qui sont, on va dire, en quelque sorte une mise à niveau culturel, permettent aux jeunes de s'affranchir du poids qu'ils se mettent eux-mêmes sur leur incapacité à se sentir à l'aise dans des formations supérieures. De la même manière, ont été créés des internats d'excellence. Les internats d'excellence sont une formule extrêmement intéressante. Aujourd'hui, il y a un taux d'occupation de 71%. Il s'agit de permettre à des jeunes qui se retrouvent handicapés par le temps de transport scolaire qui parfois dépasse leur ethnie quand vous êtes au lycée, de pouvoir améliorer leurs conditions d'apprentissage et de formation en étant dans ces internats d'excellence, qui sont des internats où on offre aussi aux enfants un certain nombre de dispositifs éducatifs. Enfin, pour terminer sur le sujet de l'école et de la formation, je voudrais parler de la nécessité de développer à proximité des formations supérieures. Le Premier ministre a annoncé dans le cadre du plan d'accès aux soins la création de première année de médecine dans tous les départements de France. On peut imaginer que cette première année pourrait se faire dans le chef-lieu de département. Cela peut se faire d'une manière physique ou aussi d'une manière différente, puisque si vous allez dans la Nièvre, je vous invite à aller à Nevers visiter un campus connecté qui permet à des jeunes de ces territoires de pouvoir s'engager dans des études supérieures sans sortir de leur univers dans un premier temps, puisque ça leur permet d'être dans un univers qu'ils connaissent, d'être avec leurs amis, leur famille. Ça leur coûte beaucoup moins cher que d'aller très loin où ils devront louer un appartement et financer leur transport. Donc l'éducation, c'est un sujet majeur que je vous invite à regarder de près. Et je pense qu'on a à travailler sur le transport scolaire. Puisqu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a des jeunes qui peuvent faire même 2 heures de transport par jour pour aller au lycée. Ça veut dire que ces jeunes ont des journées qui sont des journées supérieures à celles que font tous les adultes. Et je voudrais initier une expérimentation. Il y a une région qui est prête à lancer l'expérimentation. La ministre de l'Éducation est assez intéressée. Il y a un transporteur qui pourrait être intéressé pour essayer d'imaginer ce que pourrait être un bus scolaire qui permettrait aux élèves de continuer à travailler d'une manière tranquille, un peu comme on le fait, vous voyez, dans le train. Ça me paraît extrêmement important, puisque au-delà du temps de trajet des élèves qui vont au lycée, il y a une fatigue qui est vraiment réelle et qui fait qu'un enfant qui doit se lever à 5h30 pour aller prendre son bus scolaire et qui rentre chez lui à 19h le soir, on peut difficilement lui demander ensuite de faire un certain nombre d'apprentissages. Ensuite, on va parler des maisons France Service, si vous êtes d'accord. Alors, les maisons France Service, moi je le dis d'une manière très simple, parce que j'y suis pour rien, c'est une invention juste géniale. Ça marche du feu de Dieu, il y en a un peu plus de 2800 aujourd'hui. On va porter le nombre à 2900 en 2025, 3000 en 2026. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que depuis la création en 2020, il y a eu 37 millions de demandes qui ont été traitées. Vous savez que dans ces maisons France Service, l'État est présent, il y a 12 partenaires. Vous pouvez gérer l'élaboration de votre carte grise, votre dossier de CAF, votre dossier de
retraite. Et le taux de satisfaction national, c'est un taux qui est supérieur à 96%. Donc c'est un service extrêmement important, sachant que 4 démarches sur 5 sont résolues lors de la première visite. Alors il existe des maisons France Service fixes et il existe des maisons France Service itinérantes, ce qui me donne l'occasion de dire que l'accès aux services publics, à la santé et au commerce doit se faire en ruralité de 2 manières. On a ce modèle traditionnel de l'installation fixe. Vous allez dans la maison France Service, vous allez voir le médecin, et aujourd'hui se développe quelque chose qui me paraît extrêmement important, c'est l'itinérance. Il existe des maisons France Service mobiles qui sont installées dans des camping-cars et qui peuvent aller dans des tas de villages une fois par mois. Ça peut être le jour du marché ou un autre jour. Ça veut dire que le bus France Service, qui est très bien, comment dire, qui est très visible, il circule partout dans le territoire, les gens le voient, il vient sur la place du village. Ça veut dire qu'en faisant venir le service au plus près des gens, vous réglez une partie des problèmes de mobilité, d'accessibilité, et vous rendez visible pour les gens la présence des services publics. Donc je rappelle que l'État est très engagé dans ces dispositions et que le plan France Ruralité qu'on a présenté vendredi a acté le déploiement de ces 3000 maisons France Service. Mais moi je souhaiterais que les 200 que nous devons ouvrir entre 2025 et 2026 soient essentiellement, si possible, itinérantes pour vraiment aller vers les habitants. Ainsi, vous accomplissez non pas ce qui est le dernier kilomètre, mais c'est le premier kilomètre, parce que c'est le service qui va vers les personnes. Donc, Maison France Service, très sincèrement, vous en avez une à 20 minutes de chez vous. Moi, j'ai dû en visiter 35. À chaque fois, il y avait des vrais gens quand j'allais. Hein. Et je demandais aux gens, mais comment vous êtes venus? C'est extraordinaire, parce que les gens vous disent, c'est ma femme qui est venue, et comment elle a connu par un collègue de travail. Donc, c'est le bouche à oreille. Ça veut dire que c'est la meilleure des publicités. Ce que l'on constate, c'est que la fréquentation est plutôt le fait des femmes. Alors, moi, je vous dis ça comme ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Je ne suis pas psy, mais c'est le fait de femmes. Qu'ensuite, on a un sujet, il y a très peu de jeunes qui fréquentent, c'est à peine 6%. Pourquoi? C'est parce que je pense que le concept de maison France Service n'est pas adapté aux jeunes. Parce que, à moins qu'un jeune ait un père, une mère ou une grand-mère qui dit « tiens, tu vas dans le village voisin », voilà, culturellement, le fait d'aller dans une maison de service public et dans ce qu'on appelle l'administration est assez inhabituel pour des jeunes. Et que donc, si des jeunes ont des formalités à faire, ont besoin d'avoir accès, je ne sais pas, aux impôts, à la CAF, je pense que la réponse n'est pas uniquement la maison France Service, mais qu'on doit avoir, Elisabeth Borne travaille beaucoup là-dessus, un concept alors c'est pas une maison, quel est le mot exact, Nathalie? Espace service jeunesse, voilà, qui peuvent être en tout cas sur le trajet des jeunes, c'est-à-dire entre les lieux où ils vont s'amuser, les lieux où ils vont au lycée, à l'université et chez eux. Donc ça peut être dans un lycée où vous avez, alors on connaît ça, il y avait des points formation jeunes sur l'orientation, il faut y mettre des services, il faut que ce soit visible. Et les maisons France Service, elles marchent parce qu'elles sont culturellement adaptées à leur clientèle et qu'elles sont bien sur des endroits où sont les gens. Ça me paraît très important, notamment par rapport aux jeunes. Ensuite, quelques mots, peut-être, si vous êtes d'accord, sur, on va parler des mobilités. La mobilité, c'est un vrai sujet, parce que si vous êtes coincé en ruralité, parce que vous n'avez pas de mode de transport, vous êtes
totalement assigné à résidence. Et quand vous êtes assigné à résidence, ça veut dire aussi qu'il est difficile pour des gens de l'extérieur de venir en ruralité. Et l'amélioration des services publics, l'amélioration de l'offre de mobilité et de commerce passe par une croissance de population. C'est assez évident, et un développement de l'activité économique. En tout cas, sur la mobilité, je disais deux choses. L'itinérance, c'est-à-dire on va vers les gens au lieu de les amener à se déplacer. Et puis on a ensuite le sujet du déplacement. Alors avant, ça devait être du temps de Napoléon, quand on a créé les cantons, la moyenne de distance par jour c'était 5 km. Aujourd'hui, quand vous êtes en ruralité, vous faites souvent 40 km dans la journée, et que le mode de déplacement majeur et incontournable, y compris à l'avenir, c'est la route. On n'installera pas en ruralité des navettes de bus ou des navettes de train comme on l'imagine là où il y a un flux d'habitants. Parce que c'est totalement inadapté, parce qu'en ruralité, vous n'avez pas un phénomène de masse, de gens qui vont travailler à la même heure. Vous avez un besoin de mobilité très souple et agile. Donc la route restera le support. Aujourd'hui, c'est plus de 80% des déplacements en ruralité, mais on peut la rendre plus intelligente et plus vertueuse. Et donc, il s'agit de travailler sur la voiture, puisque on ne pourra pas remplacer des voitures par des bus. Chacun de nous connaît des territoires, on peut toujours mettre un bus, il ne passe jamais à la bonne heure, il ne s'arrête jamais au bon endroit, il n'y a jamais personne dedans. Et ça coûte un pognon de dingue, si je puis dire. Bon. Donc, on a aujourd'hui des collectivités qui inventent des choses remarquables, pleines de bon sens, c'est-à-dire qui substituent à la voiture individuelle l'autopartage et le covoiturage. Et l'État, et je vous donnerai quelques chiffres, a financé par le biais du Fonds vert, dans le cadre d'un plan de 90 millions sur 3 ans, on a financé un certain nombre d'innovations où, grâce aujourd'hui à des applications qui sont extrêmement bien développées par des start-up, c'est la voiture qui remplace le bus. Donc vous instaurez une ligne de covoiturage qui est l'équivalent d'une ligne de bus en ville, et vous avez des gens qui acceptent de covoiturer, qui consultent l'appli et qui savent que sur leur trajet à telle heure, il y a Madame Martin qui s'arrête, elle va à tel endroit, et les arrêts de covoiturage sont comme des arrêts de bus. Ça, c'est absolument génial et remarquable, parce que je pense que c'est très vertueux, dans la mesure où vous avez le véhicule qui est bien adapté. En plus, ça vous crée un lien social, et c'est de la mobilité de solidarité qui est remarquable, c'est-à-dire à la campagne, les gens, ils apprennent à se parler. C'est totalement sécurisé, c'est-à-dire c'est pas l'aventure du stop où vous levez le pouce. C'est très sécurisé, c'est très contrôlé, et celui qui met sa voiture à disposition de covoitureur, il touche une indemnité, il y a un système d'assurance. Donc ça, c'est assez remarquable. On a aussi pour les jeunes un dispositif qu'on a vu dans la Vienne, et on vous donnera la liste de tout ce qu'on a vu. Dans la Vienne, dans une commune où le maire constate que les jeunes doivent aller à un entretien professionnel, ils doivent aller suivre leur apprentissage et que c'est trop compliqué, il n'y a pas de solution. Donc le maire a contribué au fameux permis à 1 €. Et ça, dans le plan France Ruralité, on insiste sur ce déploiement. Et le maire finance, par ailleurs, une partie du permis de conduire des jeunes, moyennant le fait qu'en échange, le jeune contribue pendant, je ne sais pas, ça peut être une dizaine d'heures ou 20 heures. Il fait des missions dans la collectivité, c'est-à-dire il peut travailler à la médiathèque, il peut travailler dans un espace vert. Et ensuite, le maire a passé un contrat avec Citroën. Et le maire met à disposition des jeunes des voitures sans permis. C'est un truc absolument génial et remarquable. On peut vous donner les adresses, voilà. Et ça, c'est un exemple. Alors, on a depuis
les fameux 90 millions dont je parlais, c'est 30 millions par an. 224 projets ont été financés. 3 900 000 habitants ont bénéficié de ça, donc ça n'est pas rien. Donc, j'ai dit 224 projets acceptés, on a eu 326 dossiers déposés. Ceux qui n'ont pas été retenus aujourd'hui n'ont pas été rejetés, mais ils n'étaient pas affinés. Voilà, on en a rejeté 25 qui sont en cours d'instruction et on a distribué 19 millions d'euros. Et donc, les porteurs de projets, ce sont souvent les communautés de communes. Vous savez que les communautés d'agglomération et les communautés urbaines ont la compétence mobilité, mais les communautés de communes l'ont pas ou l'ont partiellement, et c'est cette mobilité du premier ou du dernier kilomètre. Donc ça marche plutôt bien, et moi j'essaie d'avoir des idées, alors j'en ai, sur le financement du fonctionnement de ces innovations en mobilité. Il y a 2 pistes. Une piste qui existe déjà, vous savez que le Parlement a autorisé le versement mobilité par les régions. Et que si une région lève un versement mobilité, elle doit redonner, répartir, c'est ça le mot, 10% aux communautés de communes qui sont en AOM secondaire. Parce que vous imaginez bien que dans une petite commune où vous n'avez pas d'entreprise, vous n'allez pas aller lever un versement mobilité. Les entreprises, elles n'ont pas la surface. Donc ça, c'est important. Et moi, je pense qu'il y a une autre piste qui consiste... vous savez qu'il existe des recettes, des amendes de police. C'est loin d'être négligeable. Aujourd'hui, ces recettes, elles sont réparties... en 2, il y a 2 destinations. Une qui est le reversement aux communes ou intercos de plus de 10 000 habitants d'une partie, et une autre au département qui utilise pour la voirie, mais aussi pour redonner aux communes de l'argent pour la sécurité des voiries. Moi, je pense que sous réserve que l'on définisse des conditions de mise en œuvre de solutions de transport comme celles que j'évoquais, je pense qu'une partie de cet argent pourrait être aussi directement allouée aux intercos qui développent ces mobilités de premier et de dernier kilomètre. Dernier point peut-être sur le commerce. Sur le commerce, alors on a 21 000 communes sans commerce. Je vous rappelle, il y a 35 000 communes. Donc ce déclin commercial est un fait qui n'a cessé de s'aggraver. Alors, pourquoi? Les raisons, vous les connaissez. D'abord, parce qu'on a une baisse démographique. On a une évolution du commerce, mais comme on l'a en matière de santé, je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un qui tient une épicerie dans un village, il bosse à peu près 60 heures par semaine et il gagne à peine un SMIC. Donc, s'il n'y a pas de viabilité économique, vous n'aurez pas de commerce en pérennité. Et on a aussi dans les petites villes, et ça c'est important, une évolution des commerces un peu négative dans les centres-bourgs qui a été favorisée par la création des fameuses zones commerciales en périphérie, renforcée aujourd'hui parce qu'il est plus dangereux que la zone commerciale, c'est ce que j'appelle les boulangeries du rond-point. Il y a un rond-point, vous connaissez ça, il y a une boulangerie, puis après il y a le fleuriste, c'est-à-dire vous avez vidé votre centre-bourg. Et puis on connaît l'évolution de certains commerces, je pense notamment au commerce, ce qu'on appelle l'équipement de la personne, et notamment le textile. Donc, on a un vrai sujet, et on sait que si vous n'avez pas de commerce, vous n'avez pas d'habitants, enfin c'est le cercle de la déprise. Donc il y a un gros travail qui a été fait, qui a été d'ailleurs fortement porté par Olivia Grégoire au moment où elle était ministre, et il y a des initiatives qu'on appelle le plan de reconquête du commerce en milieu rural, avec un fonds de soutien au commerce rural. Il est piloté par la NCT, et aujourd'hui il dépend de Bercy et de Véronique Louwagie. Donc, là encore, il y a deux raisonnements. Un, essayer de réimplanter
dans des centres-bourgs des commerces, mais vous ne réimplanterez des commerces que si vous avez des commerçants qui sont bons et si vous avez des clients. Parce que je rappelle que le commerce est une activité économique. Et on connaît tous dans nos territoires des maires qui ont acheté des locaux, qui ont aménagé un fournil pour le boulanger, des chambres froides pour l'épicier, on fait une inauguration en grande pompe, il y a un commerçant, puis 1 an et demi après, fermé parce que les habitants ne vont pas forcément faire leurs cours et parce qu'il n'y a pas de viabilité. Donc, il faut inventer là aussi 2 formes de commerce. Un commerce itinérant, moi j'y crois beaucoup, c'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui des commerces ambulants, c'est-à-dire on réinvente ce qui existait autrefois dans les campagnes où le boulanger et le boucher passaient. C'est très bien parce qu'en plus il va au plus près des gens. Les gens, y compris les personnes âgées, elles sortent de chez elles, elles voient des gens parce que le commerce c'est quand même un lien social. Même chose pour les cafés. Alors vous savez que le ministre Kasbarian a fait voter récemment la possibilité de rachat de licences 4 par des communes pour garder la possibilité d'un café. Il existe aujourd'hui, et on vous donnera des listes si vous voulez, des guinguettes itinérantes. Ce sont des cafés qui en fait vont de commune en commune avec des rendez-vous fixés et que non seulement c'est un endroit où tout le monde sort, vient avec sa chaise et on est autour de la guinguette, c'est souvent un bus qui a été transformé, mais vous avez l'école de musique du coin qui vient jouer de la musique. Voilà, on recrée quelque chose de festif et on retrouve ce lien particulier du café, mais on a une vraie viabilité économique. Et puis enfin, vous avez à nouveau le commerce sédentaire, et le commerce sédentaire, il ne marche que quand il est multi-activité. Et un des points d'accroche, ce sont les bureaux de tabac. Vous savez que les buralistes ont bénéficié d'un plan de rénovation considérable et que les buralistes se sont considérablement transformés parce qu'aujourd'hui, vous y payez vos contraventions, voilà, vous pouvez y faire plein de choses, et que les bureaux de tabac sont encore les lieux les moins implantés. En disant ça, moi, je ne fais pas de la publicité pour les buralistes, parce que seuls 40% des gens qui rentrent dans un bureau de tabac achètent du tabac. Ça veut dire qu'il y a 60% des gens qui rentrent et qui font autre chose. Et un commerce ne fonctionne que s'il a du flux. Et quand vous avez, par exemple, un bureau de tabac, alors qu'il y a, c'est pas très bien, mais c'est la vie, la Française des Jeux, qui en plus a un café, qui en plus a une sorte de, comment dire, de petite épicerie, de livraison de pain frais et de presse, vous avez créé un lieu où vous captez du flux, c'est-à-dire quelqu'un qui vient acheter son journal, il boit un café, il fait des courses à l'épicerie. Voilà, il faut inventer des choses très fortes. Donc on a plutôt des exemples qui marchent bien et qu'on a aidés. Et je pense aussi à des formules de restauration comme les bistrots de pays. Je pense que vous en avez entendu parler. Les bistrots de pays, c'est une fédération exceptionnelle qui fait que dans un tout petit village, vous avez une formule de bistrot. C'est de la nourriture simple mais de qualité. En même temps, le bistrot de pays, il fait parfois agence postale ou que sais-je. Et il y a des choses assez remarquables. Et je le disais, l'État n'est pas resté inactif, puisqu'on a donc une aide au commerce multiservices. Et je dois y rajouter ce que vous connaissez peut-être, vous en avez vu, ce sont les commerces associatifs. On connaissait dans nos campagnes les cinémas associatifs, extrêmement bien développés. Aujourd'hui, vous avez des épiceries associatives et vous avez des cafés associatifs. Ça marche du feu de Dieu. Pourquoi? Ce sont les habitants qui font tourner l'épicerie, comme les cinémas. Ils se donnent des tours de tenue du commerce, d'achat, de répartition des tâches. Et comme c'est conçu par les habitants, avec la commune et pour les habitants, tout le monde vient y faire ses achats. Et vous avez en plus de la création de liens sociaux qui est extraordinaire. Et il y a une association qui s'appelle Bouge ton coq, que nous soutenons, qui soutient ces épiceries associatives et accompagne les communes dans la construction d'un projet d'épicerie associative avec les habitants. Donc nous, on a 2 aides. Une aide pour les collectivités
pour l'investissement immobilier jusqu'à 50 000 euros. Ensuite, on a une aide pour le futur exploitant ou l'opérateur immobilier pour l'investissement mobilier ou le matériel jusqu'à 25 000 euros. Parce que vous savez que aujourd'hui, installer un commerce, c'est aussi un investissement mobilier extrêmement fort qu'une personne qui va démarrer son activité n'a pas les moyens de faire. Et nous avons aussi une aide pour les commerces ambulants avec une subvention de 50% des investissements, parce qu'il vous faut acheter un véhicule et l'aménager. Alors, où on en est? Depuis 2023, l'État a soutenu 604 projets de commerce qui bénéficient à 455 communes, dont 120 dans le programme Village d'Avenir. Je ne vous cache pas que quand vous bénéficiez du programme Village d'Avenir, je rappelle qu'aujourd'hui, on a plus de 2900 communes en village d'avenir, enfin 2888, je crois. Il y a un accompagnement qui aide à définir un projet et surtout à le sécuriser, parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que le maire extrêmement dévoué qui dit « moi, je veux ouvrir un commerce », mais si ce n'est pas partagé, si ce n'est pas construit, chacun va à la catastrophe. Et nous avons aujourd'hui le montant des subventions accordées, c'est 14 millions d'euros. Donc 163 projets ont déjà été livrés et il y en a 440 en cours. Voilà où nous en sommes. Est-ce que vous voulez que je vous dise un mot sur l'accès aux soins? Vous savez tout. Accès aux soins, un mot. Bon, c'est un sujet, ça tout le monde le sait. C'est-à-dire quand la population vieillit, a besoin de soins, et qu'on a diminué le nombre de médecins, voilà, je veux dire, ça paraît frapper du bon sens qu'on allait avoir des difficultés. Quand on sait en plus qu'il faut 2,23 médecins pour remplacer un médecin, puisque aucun médecin ne travaille comme il le faisait autrefois, on a un sujet. Donc les maisons de santé sont des lieux extraordinaires. Les communautés territoriales de santé, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, de la même manière, on voit se développer de la médecine itinérante, les médicobus que vous connaissez bien. Aujourd'hui, il y a 1 ou 2 gynécobus qui vont aussi être mis en mouvement, si je puis dire. Et puis, vous avez en Haute-Saône un dentiste pour 9000 habitants et la MSA a créé un bucobus. C'est un camping-car aménagé où vous avez un cabinet dentaire remarquable. On l'a essayé. Nous, on est allé voir, on s'est assis dans le fauteuil. C'est plutôt remarquable. Et là encore, c'est le médicobus qui peut être 1 fois par mois, 2 fois par mois, tout le temps le même jour, dans les villages. Et ça change le regard des gens, parce que même s'ils ne sont pas malades, le fait qu'il y ait un médicobus sur la place du village, mine de rien, le mental change énormément. Et on a parlé aussi de ce qu'a annoncé, enfin, c'est pas ce qu'a annoncé le Premier ministre, parce que c'est en place depuis un moment, les 3700 médecins juniors qui vont arriver à partir de l'année prochaine dans les territoires et qui accompliront 15 millions de consultations. Alors, ça ne guérit pas tout, mais je rappelle aussi que le Parlement a instauré les pratiques avancées des infirmières, et moi je vous invite à prêter une attention toute particulière aux pharmacies. Parce que la pharmacie, c'est le premier maillon de la chaîne de soins. Si vous perdez la pharmacie, vous perdez le médecin, vous perdez l'infirmière. Donc, il y a un vrai sujet à regarder de près, comment les pharmacies peuvent se maintenir, parce qu'aujourd'hui, j'ai le chiffre, il faut que je vous le retrouve, le nombre de pharmacies qui n'a pas trouvé de repreneur, c'est juste une catastrophe. Donc, il faut conforter les pharmaciens dans l'élargissement de leurs tâches, comme les pratiques avancées des infirmières, cranter les pharmacies et vous cranterez l'accès aux soins dans la ruralité. Je dirais la même chose, ça vous concerne peut-être moins, et encore des vétérinaires, parce que c'est une catastrophe, les vétérinaires. Alors c'est l'accès aux soins des animaux, mais c'est important, souveraineté alimentaire. Je crois que je vous ai à peu près tout dit, j'ai peut-être été bavarde. J'ai retrouvé les chiffres de santé, j'ai oublié les choses. Ah, très haut débit, ah ben si, quand même. Alors, très haut débit, c'est essentiel parce que
depuis que je vais dans les départements, je n'entends parler nulle part du très haut débit. Alors, quand on n'entend pas parler d'un truc, c'est en général, tout va bien. C'est une façon d'exprimer sa grande satisfaction. Quand vous avez été élu, vous connaissez. Et donc, je me suis interrogée au sujet. Eh bien, il se trouve que la France est le pays d'Europe où le déploiement du très haut débit est le plus important. Idem pour la téléphonie. Alors, on connaît tous une zone blanche, c'est vrai. Mais quand vous ramenez les choses de manière factuelle, donc je rappelle que le plan France Très Haut Débit, c'est 3,5 milliards d'euros qui a été consacré. Et avec le New Deal mobile, nous atteignons aujourd'hui 91% de couverture fibre et 99,2% de couverture 4G sur l'ensemble du territoire. Ce sont les chiffres d'Europe les plus forts, donc c'est quand même intéressant, parce que ça veut dire que dans la ruralité, quand on parle de l'accès aux soins, la télémédecine peut aussi être développée. Et là, j'étais avec le président du département de la Meuse tout à l'heure, qui m'explique le déploiement de la télémédecine notamment chez des pharmaciens. Donc on a les infrastructures. Aujourd'hui, alors vous savez, on parle de l'illettrisme électronique. Donc vous allez sans doute me parler des conseillers numériques qui existent dans notre département et qui accompagnent les personnes en difficulté. Je vous l'ai dit, l'âge, ce n'est pas la cause la plus forte de l'éloignement numérique. C'est aussi lié, c'est aussi un phénomène qui impacte des jeunes. Voilà, j'arrête de parler parce que j'étais très bavarde. Merci beaucoup. Merci. Juste une info par rapport aux jeunes. On a rencontré dans le Rhône une maison France Service qui va faire des permanences en fait dans les lycées. Ben voilà. Et du coup, on ne réinvente pas un service supplémentaire. Voilà. Il existe déjà. On a qu'à, on peut peut-être donner comme mission aux France Service de pouvoir aller auprès des jeunes sans avoir à réinventer quelque chose. Absolument. Voilà. J'avais une remarque. Tu as parlé des bureaux de tabac. Oui. Est-ce que dans certains bureaux de tabac, vous avez pu voir lors de vos déplacements des bureaux de tabac où il y aurait des services publics, de l'aide au remplissage de dossiers ou autre? C'est des choses dont on nous a parlé, mais on était un peu... non. Voilà. Okay. Non. On était un peu interrogateur par rapport à la confidentialité. Absolument. Ne serait-ce que ça, quoi. Oui. Voilà. Alors ça, vous ne l'avez pas vu, quoi. On n'a pas vu, on n'a pas eu de demande on n'a pas vu et on n'a pas eu de demande sur le sujet. Alors peut-être qu'à un moment, si quelqu'un vient régler une contravention au bureau de tabac, le client pose une question, mais on n'a pas du tout de demande de service de la part des élus à partir du bureau de tabac. Et le président des buralistes qu'on voit souvent ne nous a pas du tout parlé de ça. Merci. Alors, je vais être aussi... on a jusqu'à 15 heures. Voilà. Madame Richer. Je vais être rapide. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Vous avez parlé de l'association Bouge ton coq. Oui. Elle soutient aussi, puisqu'on parlait santé et médecins solidaires. Absolument. Et je voulais savoir dans quelle mesure l'État va continuer à accompagner, ou s'il accompagne ou pas, parce que je sais que les collectivités accompagnent énormément médecins solidaires. Et comme on parle de santé, j'ai l'association qui s'est installée à 25 km de ma commune, donc je sais combien c'est important, puisqu'il y a une deuxième ligne qui va être ouverte. Et ensuite, vous avez évoqué un sujet qui me tient à cœur depuis pratiquement que je suis sénatrice, à savoir 6 ans et demi. Pour ceux qui ne savaient pas, ça c'est la parenthèse. Non, mais c'est pas noté, mais c'est la désertification pharmaceutique. Oui. Moi, ça fait plus de 5 ans que je me bats, enfin 6 ans, contre la désertification pharmaceutique, parce qu'on l'a vu venir, et ça fait un peu comme la désertification médicale, on la voit venir, mais de très 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 loin, parce que si on regarde autour du Sénat, on a des pharmacies à tous les coins de rue. Dans nos campagnes, c'est un vrai sujet avec la désertification médicale qui entraîne de facto la désertification pharmaceutique.
Et il y a un point qui, alors je ne sais plus si c'est la loi Valtou, qui permet de faire l'expérimentation entre une pharmacie titulaire et la pharmacie annexe. Je sais qu'il y a 12 expérimentations de prévues. Il y en a une dans le Cher qui est lancée. Moi, je pense que ça fait partie aussi des expérimentations, s'appuyer sur l'existant. Parce que la pharmacie, on peut tout lui demander. Mais on sait qu'une fois qu'ils ont rendu, je ne sais plus, c'est l'agrément ou autre, bref, c'est difficile de le récupérer. Oui. Il faut aussi que, comme pour les pharmacies, qu'il y ait des carcans un peu en moins au niveau de l'administration. Bien. Oui. On prend toutes les interventions. Oui, bien sûr. Éric Goll. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, en matière de mobilité, la ruralité, c'est d'abord le territoire du diesel, avec une satisfaction des habitants qui diffère selon, c'est un peu comme la météo, qui diffère selon qu'elle soit réelle ou ressentie. Si on superpose les cartes du ressenti de la présence des services avec les votes extrêmes, on voit que les deux se ressemblent évidemment beaucoup. C'est d'ailleurs de là qu'est née la crise des Gilets jaunes. Alors une constatation d'abord sur l'amélioration. Vous en avez parlé, la présence de France Service sur le terrain et son bon fonctionnement, qui sont liés d'abord et avant tout à la qualité des personnes qui tiennent ces locaux, et tout comme le relais des secrétaires de mairie, qui restent des référents de confiance pour une grande partie de la population. Ensuite, une réflexion, vous avez parlé du versement mobilité. Aujourd'hui, le versement mobilité, c'est d'abord les agglos qui en profitent. Et moi, je porte la réflexion depuis un petit moment sur le versement mobilité qui serait affecté aux départements, puisque les départements ont un rôle de péréquation. Et si le versement mobilité était versé aux départements, on pourrait peut-être penser que, justement, il y ait quelques possibilités pour les territoires les plus éloignés. Voilà, c'était juste une réflexion. Marianne Margaté, c'est ça. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je voulais reprendre de manière un peu plus large rapidement. Vous faites valoir, et puis on s'est vu sur le terrain, donc je sais que vous êtes très attentive aux questions, évidemment, aux pratiques de terrain local. Vous mettez en avant beaucoup l'innovation locale et je pense que c'est fondamental. Mais en même temps, moi, je pense qu'on est tous confrontés à l'épuisement des maires. À l'épuisement des maires parce qu'ils voient disparaître leurs services publics, ils essayent de compenser, ils trouvent des palliatifs, ils mettent en place des maisons de France Service, mais il faut toujours mettre la main à la poche sur les agences communales. Enfin, il y a cet épuisement des maires et je pense que d'ailleurs ça contribue largement à ce qu'à un moment donné, ils jettent l'éponge. Donc moi, je trouve que ça réinterroge la place de l'État parce que est-ce que l'État n'est là que pour accompagner des innovations locales et essayer de les soutenir, mais il ne le fait pas entièrement, ou est-ce qu'à un moment donné, et c'est la question des services publics, l'État est présent dans les territoires par ses services publics en tant que tel, et les innovations locales viennent s'ajouter pour ajuster. Et je trouve qu'on a un renversement qui crée beaucoup de tensions et beaucoup d'épuisement et de fatalisme dans nos territoires. Moi, il y a une maire moi je suis de Seine-et-Marne. Seine-et-Marne, c'est vaste, et dans un village, elle disait, mais le service public, c'est la présence de l'État dans nos territoires. Et quand il disparaît, on se sent abandonné. Donc vraiment, moi, j'alerte aussi là-dessus parce que je trouve les maires très courageux, ils font leur possible. Mais vraiment, je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes en plus avec le budget qui va arriver sur les contraintes budgétaires qui leur sont données. Donc c'est ce désengagement de l'État, je pense, voilà, met en cause notre cohésion territoriale et contribue à l'épuisement de nos maires. Moi, je voulais, sur une question un peu plus précise, sur la question de la Poste. Alors, je ne sais pas où on est, mais il me semble qu'on devait avoir une convention de présence postale qui est en cours de négociation, et notamment, il y avait un droit de veto pour les petites communes pour s'opposer à la fermeture de leur bureau de poste. Alors, vous n'aurez peut-être pas la réponse là, mais je sais que ça doit être discuté. Les 17 000 bureaux de poste au sens large doivent être discutés. Et on sent très bien quand même que la question de la présence postale dans nos territoires est un élément assez important. Jean-Luc Brault.
Bien. Pas de... Marie-Lise. Oui. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais aussi insister sur les mobilités, parce que le fait que ce soit la région, dans la plupart des cas, qui ait la compétence mobilité, et enfin, nous, en Occitanie, par exemple, la région a complètement refusé de nous déléguer la compétence, même aux communautés de communes qui étaient volontaires, en nous faisant une espèce de chantage. Si vous prenez la compétence, débrouillez-vous pour les transports scolaires. Voilà. Donc, bilan des courses, on est très démunis, parce que la région nous avait fait miroiter qu'en fonction de nos projets, elle nous aiderait. Mais en réalité, on ne voit pas venir grand-chose. Et des zones isolées chez nous, bon, c'est le Tarn, avec les monts de la Cône, ben, il faut pouvoir rentrer facilement et sortir facilement. C'est vrai que les réseaux de bus, il n'y a jamais les bons horaires, il n'y a jamais les bonnes liaisons, surtout interdépartements quand on est en limite. Et là, je pense qu'il y a un gros travail à faire pour redonner, comme vous disiez, je ne sais pas, la compétence au département, mais donner plus de souplesse. Il y avait aussi un autre point d'alerte, moi qui m'a toujours choquée en tant que maire, ce sont les licences. On a droit, chaque maire, à un certain nombre de licences en fonction du nombre d'habitants. On les donne gratuitement. Aux bars ou aux restaurants qui nous les demandent. Et soit ils les utilisent, c'est très bien, mais parfois ils arrêtent. Et au lieu de nous les rendre, on les retrouve à vendre sur le Bon Coin à 10 000, 15 000 euros. Et nous, en tant que maire, eh ben, on n'a plus ces licences pour le suivant qui vient. Parce que le café, il peut aller le vendre hors département. Et donc là, je trouve qu'il y a une injustice flagrante et qu'il y a certainement quelque chose à faire. Voilà, c'était 2 points sur lesquels je voulais vous alerter. Merci, Monsieur le Président. Merci pour vos questions extrêmement intéressantes et très nourries. Sur Bouche-ton-Coq, alors, il existe un certain nombre d'associations. Vous connaissez sans doute 1000 cafés, Bouche-ton-Coq et bien d'autres, qui accompagnent les collectivités dans leurs projets. Alors, Bouche-ton-Coq est une association, mais comme d'autres, que l'État soutient. Et Bouche-ton-Coq a beaucoup travaillé sur plusieurs sujets. Je parlais de cette notion de commerce. Et notamment, c'est eux qui inventent le concept d'épicerie associative. Parce que sur le commerce, on a juste un problème de viabilité économique. Si vous n'avez pas de clients, si vous ne faites pas le chiffre, le commerçant, il ne peut pas vivre. Donc l'affaire, elle s'éteint. Et c'est eux qui ont inventé les médecins solidaires. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose que ce qu'a présenté le Premier ministre en disant des médecins qui sont installés dans un territoire X ou Y peuvent aller une semaine par mois dans une maison de santé qui existe, où il y a un secrétariat médical dans la Creuse, dans l'Ozère ou dans le Loir-et-Cher. Et donc ce sont des médecins solidaires qui librement font ça. Et Bouche-ton-Coq, c'est l'exemple même d'une très bonne formule. La pharmacie, j'en ai parlé, donc j'y reviens pas, hein, c'est un sujet très important. Ensuite, les maisons France Service. Alors, les maisons France Service, c'est comme tout. Je pense que la qualité du personnel, tu as raison, Eric, est déterminante. C'est-à-dire, si la personne, elle est grincheuse, ça ne fonctionnera pas. Moi, j'ai vraiment vu dans toutes les maisons France Service où je suis allée, et c'était des vrais gens, et des vraies maisons françaises. J'ai même vu, quand j'étais là, des gens qui n'apportaient des chocolats à la personne qui avait aidé à monter un dossier de retraite. Donc, je trouve que vraiment, c'est un exemple de service public assez remarquable et qu'il faut soutenir. Sur le versement mobilité. Le versement mobilité, on l'a dit, le versement mobilité, aujourd'hui, il est accessible, c'est nouveau, depuis la loi de finances 2025. Les régions qui ont la compétence mobilité peuvent lever un versement mobilité et elles doivent restituer, ou elles peuvent, je ne sais plus trop, 10% de leurs recettes, par exemple, à des communautés de communes qui font la mobilité du premier ou du dernier kilomètre. Parce que quand vous êtes en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération, vous avez une compétence obligatoire en matière de mobilité. Et moi, je parle de la mobilité du premier et du dernier kilomètre. Vous pouvez avoir une gare à 8 km, mais si vous ne pouvez pas faire les 7 premiers kilomètres, ça ne sert à rien. Et donc, c'est cette mobilité qui doit être
Et les formules qui marchent le mieux, on les a vues, ce sont ces formules de covoiturage extrêmement mobilisées. Alors, l'épuisement des maires, c'est une réalité, on a 13 000 élus qui ont démissionné, il est multicause. La première cause étant, vous avez dû voir dans l'enquête qui est sortie, dans les petites communes, c'est la mésentente dans un conseil municipal. Donc ça, c'est un sujet. Ensuite, moi, ce que je constate, alors peut-être qu'on a une vision, Marianne, un peu différente. Moi, ce que je vois, et parce que mon ADN, c'est d'être élu local, ce que je vois, c'est que dans des territoires qui sont pas des très grandes villes ou des très grandes métropoles, il n'existe pas de solution toute faite. On le sait. Vous devez inventer la solution et vous l'inventez comme on fait du sur-mesure. Ce sont souvent les associations, les élus et aussi les acteurs économiques qui inventent quelque chose qui leur va bien. Et moi, je pense que ce n'est pas à Paris qu'on va inventer la solution de la mobilité pour Madame Martin qui habite dans la Creuse et qui a besoin d'aller chez le médecin 3 fois par mois. Ça ne va pas marcher. Il appartient à l'État d'accompagner, et très sincèrement, alors on peut dire que c'est pas assez, enfin moi je respecte les points de vue de tout le monde, mais l'État a bien montré, qu'on pouvait être là, et que quand on dit que l'État est absent, alors j'entends, Marianne, moi j'entends des maires dire ça, mais un maire, c'est pas un citoyen. Le maire qui dit ça, il le dit sincèrement de moins en moins. Moi, j'ai rencontré entre 5 et 6 000 élus depuis le mois de novembre dans les 40 départements. Ce que me disent les élus, c'est que quand ils ont accès à Village d'Asnières, à Petite Ville de demain, et qu'ils ont un accompagnement pour monter leur projet, et quand ils ont le numéro de téléphone du préfet de département ou du sous-préfet de département, ce que tu dis, Marianne, que je ne critique pas du tout, tu ne l'entends pas. Moi, j'ai entendu partout où je suis allée, et vous savez comme moi, les élus, quand ils ont des trucs à vous dire, ils ne vous l'envoient pas dire. Moi, tout le monde m'a dit qu'aujourd'hui, il y a une relation avec le préfet, le sous-préfet de département, qui est une relation positive, où l'État vient faciliter et aider à monter des projets. C'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on avance sur le fait que il ne doit y avoir qu'une voix de l'État dans les départements, c'est le préfet de département. Il faut qu'on arrête de dire aux élus, alors vous parlez à l'ADREAL, vous parlez à l'INRAP, vous parlez à l'ARS, ça n'est pas possible. Donc le préfet doit être le chef d'orchestre. Donc l'élu a un interlocuteur et le préfet, après, il fait son affaire de tous les back-office. Et enfin, il faut donner au préfet un droit d'adaptation et de dérogation. Donc moi, je n'ai pas le même regard que toi, Marianne, mais je ne critique pas du tout. Mais vraiment, dans les 40 départements où je suis allée, c'est ça que j'ai vu, mais il faut qu'on presse. Quant à la Poste, moi, je vous parle franchement, il y a un peu plus de 50 ans, j'ai vécu 2 ans en Angleterre. J'habitais dans un petit village à 150 km de Londres. Il y avait un truc qu'on appelle maintenant ici multiservice, où j'avais la boulangerie et j'avais la Poste. C'est-à-dire, il y avait un kiosque, ce qui faisait que moi, quand j'arrivais de ma journée de travail, j'allais à la Poste qui était ouverte quand j'en avais besoin, alors qu'aujourd'hui, quand vous avez un bureau de poste, et je vais vous donner des chiffres, quand vous avez un bureau de poste dans un village où vous avez une personne par jour qui va au bureau de poste, vous avez un problème pour l'agent de la Poste qui tient la Poste, et la Poste, elle est fermée quand vous rentrez du travail. Donc vous allez chercher un paquet, la Poste est fermée. Alors que si vous avez des agences postales dans vos bureaux de tabac, dans vos commerces multiservices, vous avez des horaires beaucoup plus larges, y compris le samedi, et surtout, ça assure un complément de ressources aux commerçants, et donc ça sécurise. Donc moi, je crois davantage à ça. Toutefois, vous savez qu'on a aujourd'hui un contrat de présence postale qui se termine en 2025. Donc il y a une négociation en cours. Vous savez aussi qu'il va y avoir un changement de président. Philippe Val quitte. Aujourd'hui, il y a effectivement des bureaux de poste traditionnels qui se transforment en agences postales, soit à la mairie, soit chez un commerçant. Et vous avez la Poste qui développe des services incroyables. Vous savez que la Poste fait de la livraison de repas à domicile.
et qu'il existe des expérimentations dans l'Est de la France remarquables, où la Poste a mis en place chez un agriculteur qui faisait du circuit court de la vente à la ferme, et l'agriculteur, il a plutôt le temps de s'en occuper, et puis il voulait avoir du flux, la Poste a installé un point relais dans cette ferme, c'est-à-dire que les gens vont chercher des colis là, et en même temps, ils achètent des fruits ou je ne sais pas quoi, et la Poste a développé une plateforme de e-commerce pour des agriculteurs de ce secteur-là, et elle organise toute la logistique pour les agriculteurs. Donc on suit, bien évidemment, Marianne et vous tous, la suite de la convention, qui va être faite, parce qu'il faut garder cette présence postale, et en même temps, encore une fois, la baisse du courrier fait que la Poste, alors qu'il reçoit bien une subvention de l'État pour service public, il faut qu'elle... Vous voyez, c'est un peu comme les trésoreries. À un moment, on a fermé les trésoreries. Un maire, il est horrifié quand on ferme une trésorerie, parce qu'un maire, il ne peut jamais être d'accord avec une fermeture. Et en même temps, quand le service, il ne correspond pas au mode de vie des gens, vous rentrez chez vous à 19h, la Poste est tout le temps fermée, on va râler parce que le service n'est pas là. Voilà, donc il y a une sorte de transformation. Et il faut surtout amener du flux de clients. C'est pour ça qu'il faut aider à rénover les logements dans les centres-bourgs, parce que si vous n'avez pas de flux de clients, vous n'avez pas d'activité. Voilà, j'espère avoir répondu à tout. Ah, alors, sur les mobilités, moi j'entends, on a un sujet, aujourd'hui ce sont les régions qui ont la compétence mobilité et les intercos, communautés d'agglo, métropoles et communautés urbaines. Ensuite, la loi sur les mobilités qu'on appelle la loi L'Homme, que portait à l'époque Elisabeth Borne quand elle était ministre des Transports, elle dit que ce sont les régions qui ont la compétence, y compris des transports scolaires, et qu'il peut y avoir une délégation de compétences totale ou partielle à une interco. Alors, c'est vrai que sur le territoire, si les gens ne s'entendent pas, c'est un peu compliqué, on peut le regretter. La seule chose qui reste au département, c'est le transport des enfants handicapés. Bien, merci Madame la Ministre. Sans relancer le débat, les visites de terrain nous ont montré des élus très engagés, très mobilisés. Néanmoins, je ne sais pas si c'est la théorie du néphar, mais il faut faire attention à la goutte d'eau pour ne pas déborder le vase. Et des élus, c'est le cas dans le Loir-et-Cher, qui se sont dégagés totalement, alors qu'ils sont relativement jeunes, de leur obligation professionnelle. Donc ça peut aussi poser un problème. Mais tout n'est pas comme ça. Et donc, il faut faire attention qu'à un moment, on n'en rajoute pas et que tout se casse. Et je ne dis pas que j'ai entendu des maires qui disaient qu'ils n'avaient pas les services de l'État, mais ils trouvaient que beaucoup de services de l'État se déchargeaient sur France Service. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Voilà. Non, alors, pardon, si vous permettez, je pense qu'on a un sujet, c'est-à-dire il y a des conventions qui lient tous les partenaires, il y en a 12, avec l'État. Et il y a dans les départements, c'est l'ANCT qui contrôle que la mise en œuvre de ce partenariat se déroule bien. Donc je vais attirer l'attention là-dessus. Moi, ce que j'ai demandé, et là où j'ai vérifié ça marchait bien, c'est-à-dire je pense que tous les partenaires tirent profit de la maison France Service. Et donc ce que vous dites ne doit pas arriver. Et que l'exigence que l'on a, c'est que par exemple à la CARSAT, c'est vrai aux ACEDIC ou ailleurs, il y ait une personne dédiée et que la personne qui a France Service, elle ait un numéro direct avec cette personne. Donc je prends note du point que vous évoquez et on repassera le message et on vérifiera et je réévoquerai ça avec l'ANCT. Je vous remercie. Ça serait une grande amélioration pour le personnel qui est dans France Service, qui sont quand même, on leur demande des couscous suisses. C'est vraiment... Oui. Non mais c'est vrai, c'est remarquable. Absolument. Absolument. Monsieur le Président, si je puis me permettre, je vous remets ça, c'est le plan France Ruralité 2023-2027 et ce que nous allons faire. Et ça, c'est l'action de l'aménagement et de la cohésion de l'État dans les territoires.
Donc vous y verrez par région la présence des maisons France Service, etc. J'en ai, voilà, vous avez pour le rapporteur, voilà.